Bonjour tout le monde et bienvenue à la guerre des rendus HTML. On va commencer par se présenter. Moi, c'est Johan Reboulot, 10-15 ans d'expérience sur des missions diverses en tant que front, back. Aujourd'hui, chez DevAdvocate chez ADO, sur un écosystème de micro-front-end, web performance et accessibilité. Et moi, c'est Thomas, du coup, donc je suis développeur front-end depuis à peu près 10 ans, enfin non, même déjà 10 bonnes années. Depuis quelques années au sein de ADO Leroy Merlin, et j'occupe aussi le poste de développeur advocate pour aider les équipes en interne sur de la web performance, l'accessibilité, la qualité front-end et d'autres choses. Et à titre perso, j'aime bien la photographie et le vélo, et je regrette toujours ce moment en 2019 où Thibaut Pinot n'a pas gagné le Tour de France. S'il y a des amateurs dans la salle, c'est quand même quelque chose de très pénible pour nous, les fans de cyclistes. Alors aujourd'hui, on a découpé ça en 5 parties. Première partie, en fait, on va remettre un peu de contexte, quelques définitions, essayer de parler le même langage pour la suite de la présentation. En partie 2, on va parler de server-side rendering, comment ça fonctionne et ce qu'on a pu faire chez nous. On va faire de même avec le client-side rendering. En partie 4, on va parler de notre solution maison d'hybrid rendering. Et enfin, sur la partie 5, on verra en fait si ça a été un succès ou pas, quelles conclusions on peut en tirer par rapport à nos 3 patterns. Du coup, par rapport à tout ça, on va faire un petit peu d'introduction pour qu'on puisse parler le même langage sur le reste de cette présentation. Donc tout d'abord, il y a différents types de rendus, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, d'où le titre de la guerre des rendus HTML. On a eu le server-side rendering, qui a surtout émergé au niveau de la création et la naissance du web. Dès que le W3C a commencé à s'installer dans les 90, on faisait du server-side rendering. Et maintenant, dans les termes qu'on utilise aujourd'hui sur les projets du quotidien, c'est surtout pour du référencement, pour avoir de la performance, de la scalabilité côté infrastructure. Et après, suite à ça, le web il a un petit peu évolué. On est arrivé au niveau des années 2010 et là on a commencé à entrevoir du client-side rendering, notamment avec les frameworks JavaScript qui ont commencé à apparaître, que ce soit Angular, que ce soit React, que ce soit Vue, que ce soit Svelte. Et en fait, on s'est rendu compte que nos sites web ou nos applications web avaient de plus en plus d'interactions utilisateurs, de plus en plus riches et qu'il fallait quelque chose à utiliser côté client. Et là, depuis quelques temps, quelques années, on commence à entendre parler de l'hybrid rendering et de cette potentielle possibilité de faire la fusion entre les deux mondes et d'être capable d'avoir une sortie HTML côté serveur et une sortie HTML côté client qui soit identique. Du coup, là, c'est une petite définition du MDN, qui est une doc qui est bien faite si vous voulez vous informer sur la web performance. Et la web performance, ce ne sont pas que des métriques, c'est surtout l'objectif qui permet de mesurer la perception de l'utilisateur et de son expérience quand il va naviguer sur un de nos sites web ou sur une de nos applications web. Du coup, nous, par rapport à cette définition-là, au sein de ADO et Leroy Merlin, ce qu'on s'est dit, c'est que notre objectif, et on s'y engage, c'est d'être 20% plus rapide que nos compétiteurs. Du coup, là, c'est aussi un petit rappel par rapport à l'empreinte carbone de nos devices, des périphériques de nos utilisateurs. On a de plus en plus de monde qui se connecte sur les sites internet ou sur des applications. Et en fait, la partie du numérique commence à être de plus en plus énergivore au niveau de l'impact environnemental. Et en fait, on se rend compte que c'est principalement les équipements et la fabrication de ces équipements qui va demander énormément de ressources et de coûts. Donc c'est quand même important aussi d'être capable de distribuer des sites internet à plus en plus de périphériques pour que tout le monde puisse avoir une expérience et un accès aux sites ou applications web le plus fluide possible. Donc par rapport à ça, on a aussi travaillé sur des KPI, puisqu'on parle quand même de web performance, donc il faut bien qu'on puisse avoir des indicateurs pour pouvoir les mesurer. Donc on a essayé de regrouper ça en 3 parties. Donc on a regroupé ce qu'on appelle le temps de chargement, comme vous pouvez voir. Donc là-dedans, on va aller chercher par exemple la métrique qui permet d'aller mesurer le temps auquel on obtient le premier octet, à quel moment le DOM va être complètement prêt par le navigateur, à quel moment la page va être entièrement chargée. Après, c'est bien beau d'avoir chargé une page web, mais on va mettre un petit coup de peinture. Et on aime bien, sur le coup de peinture, les KPI qu'on va surveiller au niveau des Google Web Vitals, ça va être le First Contentful Paint. Donc là, on va aller voir le premier élément qui va apparaître sur une page. On va voir le Largest Contentful Paint, donc l'élément le plus grand sur la page. On va aussi voir un petit peu si le JavaScript prend pas trop de temps à s'exécuter et pourrait être un point de contention pour nos utilisateurs. Et on va aussi revérifier la stabilité de la page avec le Cumulative Layout Shift, donc le CLS. Et puis après cette partie-là, une fois qu'on a chargé, une fois qu'on a mis les petits coups de pinceau sur notre page web, on aimerait bien que l'utilisateur puisse interagir avec nos sites. Et du coup, pour ça, on a quelques métriques comme le First Input Delay qui va être remplacé d'ici peu, qui est déjà en cours dans les Web Vitals, par l'Interaction to Next Paint.
Alors suite à ça, quelques définitions supplémentaires. Lors de la présentation, on va parler de Simple HTML. C'est du HTML très simple qui servira en fait pour tous les frameworks côté JS, pour le rendu côté client. On va parler de Rendered HTML, donc là, ça sera un document HTML rendu côté serveur. Et on va parler aussi de micro front-end. Alors, ce n'est pas le but de la présentation aujourd'hui, mais pour la suite logique en fait de ce qu'on va vous présenter, il est important de remettre quelques contextes. Il faut savoir en fait que chez ADO, on travaille beaucoup avec une architecture micro front-end, et ça engendre en fait des choix qu'on a pu faire et qu'on va vous présenter. Alors, qu'est-ce que le micro front-end? Ce sont des applications dites des micro-applications, qui vont pouvoir rendre une ou plusieurs parties d'une page. La solution micro-front-end qu'on développe chez nous va permettre en fait d'agréger ces différentes parties. Et une fois ces différentes parties agrégées, on va pouvoir les rendre à l'utilisateur et ainsi rendre la page finale. Donc là, c'est vraiment important de comprendre ça, parce que par rapport au choix qu'on a pu faire sur l'hybrid rendering, le SSR et le CSR, on a toujours ce contexte-là derrière. Du coup, là, on va attaquer la première partie de ce pourquoi le web il a été inventé. C'est le server-side rendering et c'est la topologie qu'on connaît le plus. Donc par rapport à ça, il y a énormément de techno ou de frameworks que l'on peut utiliser. On peut très bien faire du server-side rendering en Java, on peut utiliser du PHP, on peut faire du Java avec du Spring Boot, on peut faire du JavaScript maintenant avec Node.js, on peut rajouter une couche avec Nest.js, on peut faire du Go, on peut même faire du Rust pour les plus courageux d'entre nous. Il y a énormément de pluralité de technologies pour pouvoir faire du server-side rendering. Et donc là, on va vous expliquer un peu notre solution sur le micro front-end pour vous donner un peu de contexte. On vous a volontairement simplifié comment ça tourne. C'est bien plus complexe derrière, mais ce n'est pas le but de la présentation. Donc on a toujours notre utilisateur qui, par le biais de son ordinateur ou son périphérique, va demander après une page web. Il va rentrer par notre orchestrateur de micro front-end. Donc son petit nom en interne, c'est Kobe. Voilà, comme ça vous le connaissez. Une fois que notre orchestrateur de micro front-end il a intercepté la requête, il va venir contacter X fois chaque micro front-end qui ont besoin de rendre une partie de cette page web. Donc l'avantage de notre orchestrateur, c'est qu'on est aussi capable de passer des informations de contexte, savoir si l'utilisateur est déjà connecté, savoir sa langue préférée, et aussi par exemple s'il a déjà des ajouts au panier ou d'autres choses. Ces informations-là, les micro-fronts vont les traiter, vont rendre le HTML côté serveur, ça va être récupéré par notre orchestrateur. Il va venir faire sa petite moulinette pour concaténer l'ensemble des bouts de HTML pour générer une page web valide et complète. Et une fois que c'est fait, notre orchestrateur délivre la page web et on a un petit CDN, parce qu'on aime quand même bien la web performance, qui va venir délivrer les statiques nécessaires pour que chacun des micro-fronts puisse s'exécuter correctement dans le navigateur. Alors, côté navigateur, qu'est-ce qui se passe exactement? Lorsque l'utilisateur rentre l'adresse du site internet dans le navigateur, celui-ci contacte le serveur pour télécharger le document HTML. Ce HTML-là, une fois reçu par le navigateur, celui-ci va pouvoir l'analyser et télécharger les différentes ressources statiques, le CSS, le JS trouvées dans le DOM. Une fois le CSS téléchargé, le navigateur va pouvoir faire le rendu de cette page-là et l'utilisateur va pouvoir interagir avec cette page sur les éléments principaux, les éléments HTML. On peut avoir par la suite des scripts principalement Vanilla.js qui vont s'exécuter afin d'ajouter de l'intelligence, de l'interaction à la page. Une fois ces scripts JS-là finis, la page est totalement, enfin elle était déjà affichée, mais elle sera totalement interactive. Elle a encore du mal, il ne faut pas lui en vouloir. À chaque fois je la présente, c'est plutôt en anglais, et là je ne sais pas. Au niveau de la démo, là on est sur le site de Leroy Merlin, on est dans un système de micro-front-end. Vous voyez, on a le header, on a notre micro-front aujourd'hui développé spécialement pour BDX.io. Alors on a pris des joueurs de NBA, des matchs de NBA, ça c'est la petite joke en interne, on a fait pas mal de POC là-dessus. Et en fait, ensuite en dessous, vous allez avoir le footer. Les trois micro-front-end, les principaux micro-front-end, il y en a d'autres, mais on va se focaliser là-dessus, sont tous en server-side rendering. Si je passe du coup la vidéo... Voilà. Vous allez voir qu'en fait la page s'affiche très rapidement, qu'il n'y a pas d'instabilité pour l'utilisateur et celui-ci peut interagir très rapidement avec celle-ci. Alors, d'un point de vue métrique, côté serveur, là ce que vous voyez, c'est un outil qu'on a en interne au niveau de notre solution de micro-front-end avec tous les temps de réponse de chaque micro-front. On peut voir ici que notre micro-front pour le BDX.io répond en 19 millisecondes avec du rendu côté serveur. On utilise aussi l'outil SpeedCurve pour mesurer la perception utilisateur.
On peut voir ici que le premier élément affiché au niveau du header, ça intervient en 900 millisecondes. On a le principal élément dans le viewport qui s'affiche à 1 seconde 42. À partir de ce moment-là, la page en fait est affichée à l'utilisateur et celui-ci peut interagir avec elle, notamment sur tout ce qui est les éléments HTML. Par la suite, on a des scripts JS et on a pas mal de tirs quand même sur Leroy Merlin qui s'exécutent. On arrive du coup à une page totalement finie de télécharger et du coup interactive pour l'utilisateur à 3 secondes 7. Donc là, on voit qu'on est sur du Samsung Galaxy S8 et on est sur du mobile 4G. C'est la configuration par défaut côté SpeedCurve. Et pourquoi on est aussi sur du mobile? C'est qu'en fait, le web, il y a de plus en plus d'usages mobiles. Nous, en interne, puisqu'on sait qu'on a des stats, c'est entre 50 à 60% des connexions que l'on a sur un site comme Leroy Merlin France sont faites depuis un device mobile. Donc, c'est important pour nous d'être performant et aussi mobile first sur mobile. Donc, c'est pour ça qu'on vous présente ce cas-là. Donc là, on vous montre, pareil, la perception utilisateur sur mobile. Si la vidéo veut bien se lancer. Non, j'appuie pas sur le bon bouton. Voilà. Donc, comme tout à l'heure sur desktop, on a à peu près les mêmes métriques. Donc, plus précisément, là, ici, on a une waterfall de ce qui peut se passer côté navigateur, de ce qui se passe d'ailleurs. On reçoit donc au niveau du temps de chargement, on va mesurer ça avec le TTFB, on reçoit les premiers bytes à 340 millisecondes environ. On a le premier élément qui est affiché, notamment le header qui est à 890 millisecondes. On a le DOM qui est fini d'être téléchargé à 1 seconde 26, l'élément principal dans le viewport qui est affiché à 1 seconde 42. À partir de ce moment-là, l'utilisateur peut interagir avec la page. Par la suite, comme on disait, on a toujours les tiers qui s'exécutent et la page est considérée totalement interactive à 3 secondes 28. Donc là maintenant, c'est bien, on a fait un petit peu l'historique, on va dire qu'on était dans les années 2000, on est capable de faire du server-side rendering, c'est cool, c'est génial, on est content. Mais on a quand même des besoins, parce qu'un site comme Leroy Merlin France, ça reste un site e-commerce, et on a besoin d'avoir des interactions riches avec l'utilisateur. Et donc là, on est rentré dans le cadre du client-side rendering. Donc là, toujours pareil, il y a énormément de techno, de frameworks ou de librairies qui permettent d'en faire. On connaît notamment jQuery, qui nous a bien aidé quand on était sous Internet Explorer. On a Alpine.js, qui est un petit peu son petit frère qui est apparu, qui permet aussi de faire le même fonctionnement que jQuery. On a React, on a Vue.js, on a Angular, on a Svelte, et sûrement que dans la semaine prochaine, il y en aura aussi un nouveau, en fonction de l'écosystème JavaScript qui évolue énormément. Et du coup, par rapport à ça, il y a plein de topologies. Comme je le disais, on a par exemple jQuery ou Alpine qui sont des librairies, donc qui vont pouvoir s'exécuter sur, par exemple, du HTML qui est déjà rendu côté serveur. On a eu ce contexte de single page application qui est apparu, qui a permis de fluidifier les parcours utilisateurs, notamment si on voulait mettre en place des tunnels de commande ou les créations de comptes, la gestion de son espace client dans un cadre comme Leroy Merlin France. Et après, on a le web component qui est apparu. Bon, ça fait longtemps qu'on en parle, mais ça fait quand même un petit moment qu'il commence à être utilisé. Et le Web Component, pourquoi ça marche bien? Comme on vous expliquait, nous on fonctionne avec des micro-fontes, et le Web Component, l'avantage, c'est que comme il est compacté au sein du Shadow DOM et il est autonome au sein du DOM, il n'a pas forcément d'interaction directe avec ce qui pourrait venir autour de lui. C'est quelque chose qui marche bien avec l'architecture micro-fontaine. Du coup, nous, par rapport à ça, il y a deux topologies qui sont sorties. Comme j'expliquais précédemment, on a des interactions riches sur des tunnels de commande, des espaces clients. Donc là, on est parti sur le principe de la single page application et on a décidé de choisir Vue.js pour pouvoir répondre à ce cas-là. Et on a ce cas de Web Component. Comme je le disais, ça marche très bien avec les micro-fronts puisque c'est déjà autonome au niveau du DOM, ça a son propre Shadow DOM et donc c'est packagé au sein de la page web et donc on évite des conflits qu'on pourrait avoir. Et pourquoi on a choisi Vue.js? Parce que Vue.js, alors c'était le premier, oui et non. On se souvient que c'est le premier qui a vraiment travaillé sur la vue et cette réactivité au niveau de la vue. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu à ce qui se passe dans l'écosystème front actuellement, on entend beaucoup parler de Signals côté Angular, qui permet de pouvoir rendre uniquement la partie qui a été modifiée au niveau du changement de la vue. Vue.js s'était déjà implémenté et il s'était inspiré de Knockout.js qui était sorti dans les années 2009-2010 pour ceux qui connaissent par rapport à ce fonctionnement-là. La courbe d'apprentissage aussi de Vue.js, on n'avait pas forcément tous les développeurs qui avaient des compétences avec ce nouveau mode de client-side rendering, de single page application, et donc il a fallu choisir le framework qui nous paraissait le plus facile à apprendre et avoir et avoir un impact rapide au niveau des développements pour les développeurs que l'on a chez nous. Donc la courbe d'apprentissage est quand même assez rapide. Et la communauté au niveau de Vue.js, elle est quand même très forte. Ça existe depuis 2014, il y a une belle communauté. On a de plus en plus de conférences avec Vue.js un peu partout dans le monde. Donc c'est quelque chose qui ne risque pas de tomber en désuétude dans quelques temps.
Et pourquoi on a choisi Svelte? Parce que Svelte, c'est versatile, parce que Svelte, c'est pas tout à fait un framework, c'est surtout une librairie. Le framework, c'est surtout SvelteKit. Et Svelte, c'est quand même vachement performant, ça marche super bien. La courbe d'apprentissage, on s'est rendu compte qu'en fait, Svelte s'inspirait quand même pas mal de Vue.js et qu'au final, si on commençait à bien maîtriser Vue, on arrivait quand même à switcher facilement sur du Svelte. Et en plus, c'est tout léger. On est entre 3 et 4 kilooctets quand on crée par exemple un web component avec Svelte qui est rajouté en dehors de la partie business de notre web component. Donc ça marche plutôt bien et on en est content. Alors, côté navigateur, le fonctionnement. Comme tout à l'heure, j'ai cliqué trop vite, en server-side rendering, on a le navigateur qui contacte le serveur et qui télécharge le HTML. Là, le HTML n'est pas rendu côté serveur, il n'est pas riche, il est assez simple. On a le navigateur, en analysant du coup ce DOM, va pouvoir télécharger les différentes ressources statiques, le JS, le CSS. Une fois le JS reçu, le JS va commencer à s'exécuter, donc ça sera le framework là dans notre cas de Vue.js. Il va, selon le contexte, télécharger de la data, donc faire un appel à l'API. Le JS va continuer à s'exécuter et faire le rendu côté client. Une fois l'exécution finie, l'application est affichée à l'utilisateur et celui-ci peut interagir avec celle-ci. Alors, dans le contexte de Microfront, on est capable de passer le contexte en avance de phase. Ce qui veut dire qu'en fait, lorsqu'on va demander le document HTML, on peut récupérer en même temps la data directement. Donc cette data-là, elle sera mise dans une balise de script, soit mise dans l'objet... une variable au niveau de l'objet window du navigateur. Exactement. Soit en fait, ça sera de type JSON dans une balise de script. En démonstration, toujours sur le site de Leroy Merlin, on a toujours le header qui est en server-side rendering ainsi que le footer qui est en bas. Et au centre, nous avons une application en Vue.js. Donc là, il va y avoir un petit clignotement, donc une instabilité en fait pour l'utilisateur. On a d'abord le header et le footer qui s'affichent parce qu'ils sont en server-side rendering, donc l'affichage est très rapide. Et après, parce qu'il y a l'exécution côté client qui arrive, on a ce petit clignotement, cette instabilité, et on a l'application Vue.js qui s'affiche. Par la suite, là en petit bonus, on a vu qu'on a pu les loader en fait aussi dans l'application Vue.js. Un autre microfront, c'est un web component buildé avec du Svelte. Alors côté métrique, là côté sur le microfront en Vue.js, on est plus rapide parce qu'il n'y a pas de rendu côté serveur. Donc là, le microfront répond en 5 millisecondes. Perception utilisateur, on a toujours en fait le premier élément qui est affiché à 900 millisecondes comme tout à l'heure, en fait comme sur le server-side, parce qu'on a le header et le footer qui sont toujours en server-side rendering. On a par la suite du coup le temps que l'application Vue.js s'exécute côté client. On a là par contre un petit décalage, celle-ci s'affiche au bout de 1 seconde 66. À partir de ce moment-là, l'utilisateur peut donc voit sa page et peut interagir avec. On a par la suite d'autres scripts qui continuent à s'exécuter et au bout de 4 secondes, on a une page entièrement affichée et totalement interactive. Démonstration sur la version mobile. Donc là, ça s'est fait avec l'outil SpeedCurve. Et là, pour information, on a volontairement impacté donc, le cumulative layout shift, vraiment cette stabilité de la page avec Vue.js, parce qu'on sait que c'est un défaut des solutions de client-side rendering, et ça demande aux développeurs de devoir faire de l'aménagement, comme par exemple un placeholder ou un skeleton qui va pouvoir afficher un message de chargement à l'utilisateur pour lui dire « ne t'en fais pas, ne bouge pas, voici de la réassurance, il y a bien quelque chose qui va apparaître sur la page web, on ne veut pas affecter le taux de rebond ». Voilà, mais pour les besoins aujourd'hui de la démonstration, nous ne l'avons pas fait, on voulait voir justement cet impact. Alors côté browser, plus exactement, on reçoit toujours les premiers octets, en fait le temps de réponse du serveur en 400 millisecondes, on est à peu près équivalent avec le server-side rendering. C'est toujours le header en fait qui répond au même instant et ensuite le reste du document est streamé par la solution côté serveur. On a le premier élément qui est le header affiché au bout de 900 millisecondes, ça ne bouge pas. Donc on est vraiment dans un contexte micro-fronten et c'est pour ça qu'on a insisté là-dessus tout à l'heure. On a le DOM qui finit de charger à 1 seconde 33, on va avoir le JS qui va s'exécuter au niveau de Vue.js, et donc là on va avoir l'application Vue.js, en fait l'élément principal de la page qui s'affiche à 1 seconde 66, et l'utilisateur peut interagir avec elle directement. Par la suite, on a toujours nos fameux scripts tiers qui s'exécutent.
Et là, du coup, on va attaquer donc la dernière partie, l'hybrid rendering, parce que c'est cool. Mais en fait, le server-side rendering, ça répond à un besoin, souvent par rapport au référencement. Et le client-side rendering, ça répond à un autre besoin, le fait qu'on ait des interactions riches entre utilisateurs. Mais moi, si je suis un développeur front-end, en fait, j'ai aucune solution qui me permet de dire, je veux la même code base qui me permet de générer du HTML côté serveur et du HTML côté client. Il y a un truc qui manque. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avoir? Et cette solution, ça va être l'hybrid rendering. Et on va voir ce que ça peut nous apporter. Donc en quoi c'est sexy? Parce qu'en fait, comme je le disais, ce qui nous intéresse, nous, en fait, à la base, quand on a eu les nouveaux frameworks front, ok, il y avait cette partie interaction utilisateur, mais nous, on était des front-end et on aimait bien faire du HTML, on aimait bien faire du JavaScript dans ces années-là. Donc on est tous partis sur le client-side rendering, et en fait, on s'est rendu compte que ça marchait pas forcément très bien, que des fois, il y avait quelques couacs, surtout sur des devices un petit peu plus anciens, ça pouvait être compliqué, ou en fonction de la condition réseau, et du coup, on n'était peut-être plus sur des sites qui étaient totalement accessibles en fonction de l'utilisateur, l'endroit où il se trouvait, ou de le device qu'il pouvait avoir. Et en tant que développeur, on n'était toujours pas capable d'avoir le même système de templating qui permettait de compiler du HTML côté serveur et côté client avec la même chose. Et pour information, tous les frameworks sont en train de réfléchir à ce cas-là. Si vous êtes par exemple à l'écoute de React et de ce qui se passe depuis React 18 qui est sorti l'année passée, ils ont créé les React Server Components et dans la documentation officielle de React, ils commencent à préconiser de plus en plus, puisque nos applications web ou nos sites web sont toujours de plus en plus lourds avec de plus en plus de fonctionnalités, et ils recommandent de faire du server-side rendering. Il y a Angular aussi qui est en train de travailler ce cas. Ils ont fait un article Medium il y a peut-être 6 mois, 1 an aussi, comme quoi le server-side rendering allait rentrer côté Angular Core. Mais par contre, par rapport à tout ça, l'hybrid rendering, il y a aussi une phase qu'on appelle l'hydration. Donc l'hydratation, ce sera après au Delirium pour ceux qui resteront, mais là on parle bien de l'hydration. Donc cette hydration qui va nous permettre de pouvoir rajouter de l'interactivité sur des éléments HTML qui ont déjà été rendus côté serveur. Donc là, on a une petite image explicative sur la prochaine slide. Donc là, ça vient directement de la documentation officielle de Nuxt, le framework qui est basé sur Vue 3. Donc là, on a une explication. Donc on a le HTML qui est rendu côté serveur, on l'envoie directement au navigateur. Toujours pareil, notre navigateur, il va télécharger les JavaScript, les CSS, exécuter ça en tâche de fond. Et pendant toute cette phase-là, c'est la force du server-side rendering, c'est que mon utilisateur, il peut toujours lire déjà le contenu qui a été rendu, il peut toujours naviguer sur ma page, il peut toujours cliquer sur les liens HTML ou les autres éléments HTML qui sont interactifs nativement. Et puis après, on va faire cette petite phase d'hydration, où on va venir rajouter l'interactivité. Donc si on a par exemple des événements sur des formulaires, des boutons ou autre chose. Et puis là, vous pouvez me dire, Thomas, t'es pas un petit peu un fumiste? Parce qu'en fait, en 2004, moi, ça, je savais déjà le faire. Je faisais déjà du HTML avec un système de templating côté serveur. Et puis avec jQuery, j'étais capable de faire de l'hydration. J'étais capable de rajouter un événement ou en Vanilla.js sur un bouton ou sur un formulaire. Et du coup, ce qu'on va voir, c'est que ça a aussi des gains, cette hydration. Du coup, nous, par rapport à ça, on s'est dit c'est quand même vachement cool l'hybrid rendering parce que ça va nous permettre de pouvoir aller chercher des nouveaux talents, par exemple, puisque sur un monde du marché de l'emploi où c'est de plus en plus compliqué d'attirer des talents, il faut toujours avoir des choses qui sont quand même sexy pour attirer les développeurs. Je pense que dans la salle, si on vous propose de faire du COBOL, vous partez tous en courant. Donc c'est quand même important pour les entreprises comme nous, ADO Leroy Merlin, de pouvoir vous proposer des solutions intéressantes pour que vous puissiez nous rejoindre. Et ce qu'on voulait aussi, nous on adore le microfront, on est parti là-dedans, donc il fallait que la solution elle soit performante, parce qu'il ne faut pas que nos utilisateurs soient impactés par nos choix technologiques, et on voulait aussi que ça marche super bien avec notre architecture micro-fontaine. Du coup, par rapport à ça, nous on était un peu bêtes, on s'est dit on ne va pas réinventer la roue, il y a plein de solutions sur le marché qui existent, je parlais précédemment de Nuxt par exemple, on a aussi Svelte et SvelteKit. Du coup, on est rentré dedans, on a essayé pas mal de choses. Donc, on est commencé par Nuxt, puisqu'on s'est dit, on connaît bien Vue 3. Vue 3, ça marche super bien dans le cadre du client-side rendering et d'une SPA. On va essayer de faire de l'hybrid rendering avec Vue. Et puis là, on a eu le premier souci, le premier couac, c'est qu'en fait, Nuxt, il a été créé pour pouvoir gérer un site web complet. Et dès lors où on demandait à Nuxt de gérer seulement une partie de la page web, et donc dans un contexte de microfront, ça ne fonctionnait pas, mais on ne s'est pas laissé abattre. On a fait du reverse engineering, on était regarder le code source de Nuxt, on n'a pas dormi pendant pas mal de semaines. Et une fois qu'on a fait ce reverse engineering, on a réussi à avoir quelque chose. Et puis là, si on passe à la slide d'après, on était comme un petit peu ce même ultra connu. Donc là, on était tout content, on n'avait pas dormi depuis des semaines, on a commencé à faire nos tirs de perf. Et puis ça, c'était mon état. Je me suis dit, en fait, on a tellement reverse engineeré la solution, on l'a tellement tordu dans plein de sens, qu'en fait, c'était pas du tout performant côté serveur. Et en fait, on avait tout cassé les bienfaits que Nuxt pouvait proposer, puisque ça rentrait pas dans le contexte du microfront.
Mais on ne s'est pas laissé abattre, on s'est dit c'est pas grave, on va travailler ça avec Svelte parce qu'on a entendu parler de Svelte, c'est léger, ça marche bien pour nos web components, on doit pouvoir le faire aussi. On est parti sur SvelteKit et puis on a eu exactement les mêmes problèmes. On a reverse engineeré SvelteKit et encore une fois on avait détourné la solution puisque SvelteKit n'a pas été pensé pour faire des microfronts. Donc à la fin, ça c'était moi, un dimanche après-midi pluvieux dans le nord. Je me sentais comme Kermit à ma fenêtre et je me suis dit mais pourquoi ce monde il est si difficile, pourquoi on n'arrive pas à faire de l'hybrid rendering avec les microfronts? Et du coup, on s'est dit, en fait, si une solution sur le marché ne nous permet pas de le faire, pourquoi on ne la créerait pas maintenant qu'on a passé des nuits et des nuits à reverse engineerer les solutions? On a quand même un petit peu de background technique pour pouvoir tenter de faire notre solution. Et par rapport à ça, on s'est basé sur Nest.js, qui est un framework côté Node.js qui permet de gérer toute la partie back-end qu'on pourrait avoir sur un microfront. Et on est toujours parti sur Svelte parce qu'on avait la conviction qu'avec Svelte, ça pouvait marcher. Et on avait vu surtout avec SvelteKit, au tout début où c'était encore en bêta, qu'on avait une possibilité de faire une double compilation. Et donc là, à la prochaine slide, c'était moi le lundi matin. J'ai eu une idée pendant la nuit, quand j'ai pas su dormir, je me suis dit, mais en fait, si j'utilise le système de compilation de Svelte, est-ce que j'ai pas la possibilité de pouvoir faire sur un seul et même fichier source une compilation côté serveur et une compilation utilisable côté client, comme le fait SvelteKit? Donc du coup, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a défini? On s'est aussi défini des jalons, en dehors du fait que ce soit performant avec le microfront. Nous, on reste convaincus que le server-side rendering, c'est quand même quelque chose qui doit être maîtrisé, et c'est là-dessus où on peut axer et améliorer sa web performance. Donc du coup, la première idée, c'est qu'on soit server-side rendering first, qu'on puisse aussi utiliser l'ensemble de la puissance de Svelte, parce que c'est cool si on peut utiliser Svelte, mais il y a quand même les single file components qui existent avec Svelte, et les développeurs, on sait qu'ils aiment bien, pour certains, pas tous, mais on sait qu'il y a quand même pas mal de monde qui aime bien pouvoir avoir son CSS, son JavaScript au sein d'un même fichier source. C'est la force de Svelte ou de Vue.js, on le savait par habitude. Il fallait aussi que la solution elle soit totalement compatible avec nos contrats du micro-frontend qu'on a en interne. Et surtout, il ne fallait pas perturber les habitudes des développeurs parce qu'on pouvait ramener n'importe quelle solution si c'était une usine à gaz et que ça ne fonctionnait pas avec les outils dont ils avaient l'habitude au quotidien, on se serait fait taper dessus. Et je vous avoue que la première fois, quand on leur a présenté ça, on s'est fait taper dessus. Donc il y a eu un gros boulot qui a été fait sur la développeur expérience pour que ce soit utilisable au quotidien par nos équipes. Et techniquement, du coup, comment on a fait ça? Excusez-moi. Le premier usage, c'est surtout le mode cluster, parce qu'en fait, en faisant le reverse engineering, si on se rappelle un petit peu le même qu'on avait précédemment, le goulot d'étranglement qu'on avait côté serveur au niveau de Nuxt, c'est qu'en fait, c'était le temps de compilation HTML qui était énormément coûteux quand on est en JavaScript basé sur Node.js. Et le défaut du JavaScript, c'est que c'est un langage asynchrone, donc ça c'est plutôt cool, mais par contre, il est monothread. Et donc on a creusé un petit peu, et puis là, Node.js, dans les dernières versions qui sont apparues, depuis la version 12, on en parlait, on a le mode cluster qui est apparu, et ce mode cluster nous a permis de pouvoir déployer X fois une même instance et de faire une semblant d'émulation du multithread. Donc ça nous a permis d'accélérer le temps de rendu HTML côté serveur. Comme on disait, ça a surtout été pensé pour faire du server-side rendering et d'être totalement compatible avec du Vanilla.js, puisque des fois, en fonction de mon contexte, je n'ai pas besoin de devoir forcément faire de l'hydration ou de forcément charger du Svelte côté client. Il fallait aussi, comme je disais, la possibilité de faire une hydration partielle ou complète. Si on reprend un petit peu les démos qu'on a vues, une fois que j'ai chargé mon header avec mon titre, ma description et mon image, ça ne sert à rien de faire de l'hydration dessus, parce que l'utilisateur il pourra cliquer, ou ça sert à rien, il pourra cliquer mais il ne se passera rien, ou ça ne servira à rien aussi que mon outil, donc Svelte dans notre cas, va venir parser du DOM où on sait pertinemment qu'il ne va pas venir en rajouter de l'interactivité. Donc du coup, la clé du succès, c'était vraiment cette double compilation. Donc on a fait énormément d'efforts au niveau du build pour qu'on puisse compiler d'un même fichier source Svelte un rendu côté serveur et le même usage côté client. Et ce qu'on a travaillé aussi, ça c'était la petite cerise sur le gâteau une fois qu'on a fait tout ça, c'est qu'on a travaillé l'internationalisation côté serveur. Puisqu'en fait, nous, on est parti du principe que le client ne doit pas pouvoir subir, en fonction de son choix de langue ou de ses préférences, le fait qu'on ait besoin de charger une librairie de son côté, côté navigateur, d'alourdir encore une fois sa page, parce que nos pages web sont déjà énormément lourdes d'un point de vue requête, etc. Donc on a travaillé aussi une solution qui nous permet de faire l'internationalisation côté serveur et d'envoyer uniquement le dictionnaire dont on a besoin une fois qu'on doit générer la page web côté client, si jamais il y aurait des interactions riches. Du coup, si on reprend un petit peu le schéma, là, on va commencer à faire le merge des deux mondes et on retrouve un petit peu ce qu'on avait avec le client-side rendering. On va avoir toujours notre navigateur qui va demander après une page web. Donc là, on va lui envoyer, à la différence du HTML qui sera déjà riche et qui aura été rendu côté serveur, et avec les informations JSON qui vont permettre de pouvoir faire l'hydration, donc soit dans l'objet Windows, soit sous la forme d'une balise script application JSON.
Toujours notre navigateur, il va continuer à télécharger les JS et les CSS quand il va parser le DOM. Une fois qu'il a fait ça, on est déjà capable de pouvoir afficher à notre utilisateur une page qui sera visible et partiellement interactive, comme en server-side rendering. Donc là, on a déjà réussi la première étape de la mission. On a fait une réassurance pour l'utilisateur. Suite à ça, on va voir du coup notre solution, dont dans notre cas Svelte, qui va venir faire l'hydration sur les petites parties dont on a besoin. Et une fois que cette hydration elle est finie, là on arrive sur une page qui est totalement visible et interactive. Et donc là, l'utilisateur il est content et il ne le sait même pas en fait qu'on a fait de l'hydration. Et c'est ça le plus important. Du coup, en termes de démo, donc toujours sur le cas là, pour vous montrer un peu le ressenti que peut avoir l'utilisateur. Donc on va toujours aller sur notre page. Et donc là, au niveau de la page, ce qu'on voit, donc on a toujours nos fameux joueurs de NBA, nos matchs de NBA. Et là, par rapport au texte qui est marqué, ici au niveau de la démo, on a bien donc cette partie avec les joueurs de NBA qui a eu de l'hydration générée par Svelte et que de l'hydration partielle, c'est-à-dire qu'on a fait de l'hydration que sur les joueurs de NBA. Mais comme je le disais, des fois, j'en ai pas besoin. Là, c'est un exemple assez basique, mais en fait, si je veux afficher, par exemple, la deuxième page des matchs de NBA qui ont eu la nuit dernière, je n'ai pas besoin de faire de l'hydration sur une liste qui est déjà là, puisque ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir une autre page. Donc en fait, là, on répond aussi à la solution de pouvoir utiliser le même engine de code, le même système de templating, donc dans notre cas Svelte, côté serveur et côté client pour pouvoir régénérer une liste. Et c'est ce qu'on a vu sur la vidéo. Je pense qu'on peut la relancer pour qu'on le voit. Hop. Je reviens en arrière. Bon, ça c'est le fameux effet démo. Donc là, on va ignorer ce qui se passe à gauche, et si on voit ce qui se passe à droite, quand on va appuyer sur notre bouton, donc là, c'est bien géré avec du Vanilla JS, on va être capable de recharger des nouveaux matchs de NBA, donc d'afficher les résultats de la deuxième page. Donc maintenant, pour partir sur les métriques, là, on est sensiblement sur les mêmes résultats que l'on avait avec le server-side rendering. Notre microfront répond en 15 millisecondes, donc on est bon au niveau du temps, et on a réussi à résoudre le problème de goulot d'étranglement avec la compilation HTML. Au niveau de la perception utilisateur, toujours dans le même cas de test, on est sur à peu près les mêmes résultats. Au bout de 900 millisecondes, on a le premier élément qui apparaît. Au niveau d'une seconde 25, l'élément le plus large apparaît aussi. Donc l'utilisateur a déjà l'impression d'avoir une page visible et interactive. Et puis une fois que les tiers sont exécutés, on est sur exactement le même temps que le rendu côté serveur. Donc là, toujours cette petite vidéo pour voir la perception côté mobile par rapport aux résultats de test qu'on vous a montré précédemment. Voilà, là on a eu une page qui est devenue plus stable et l'utilisateur ne sait même pas ce qu'on fait, il ne sait pas si on fait du server-side rendering, il ne sait pas si on fait du client-side rendering, c'est la magie de l'hybride rendering. Par rapport aux métriques, on retombe sensiblement exactement sur le même résultat. Au bout de 340 millisecondes, on va être capable d'envoyer le premier octet. Le premier élément sur la page va apparaître au niveau de 900 millisecondes, etc. C'est les chiffres qu'on a vus précédemment. Mais on voit qu'on est vraiment sur quelque chose qui colle avec le server-side rendering en termes de performance sur des tests synthétiques. Alors, succès, pas succès, quelle conclusion on peut en tirer? Là, ici, on a fait un petit tableau récapitulatif de toutes les métriques qu'on a pu vous sortir précédemment. Sur la partie de gauche, on va retrouver différentes métriques, dont des Google Web Vitals. Entre parenthèses, ce sont les recommandations de Google. Alors, on précise toujours, dans un écosystème de micro-front-end, nous voyons donc que la page se charge à peu près équivalent pour tout le monde, parce qu'on a ce fameux header, en tout cas pour le CSR, on a ce fameux header qui est en SSR. D'un point de vue affichage, pareil, sur le premier élément affiché, on va être à peu près équivalent parce qu'on a toujours ce fameux header dans le système micro-front-end qui est en SSR, en server-side rendering. Sur le principal élément affiché, là on voit bien que sur le client-side rendering, comme tout à l'heure on vous a présenté avec ce fameux clignotement, là on arrive à 1 seconde 66, on est quand même dans les recommandations de Google. Et on peut voir aussi par rapport à ce fameux clignotement qu'on a le CLS, donc une instabilité pour l'utilisateur. Là on a un score de 0.7 alors que la recommandation doit être en dessous de 0.1. Pour le reste, au niveau du time to interactive, du chargement de la page, on est à peu près équivalent sur les différentes solutions. Du coup, par rapport à ça, pour avoir toutes ces métriques, on a aussi développé un outil en interne. Donc là, c'est un exemple de résultat que l'on peut avoir. En fait, on va venir monitorer, donc soit avec des tirs synthétiques et avec aussi du real user monitoring. Ce qu'il nous faut, c'est quand même surveiller ce qui se passe sur notre site web. C'est important. C'est comme ça que ça nous permet d'avoir des régressions ou non. Et donc ça, c'est un exemple de ce que l'on peut suivre avec les différentes pages qu'on peut avoir. Et par rapport à notre contexte où on est en micro-front-end, comme les équipes ont une certaine autonomie pour travailler sur des parties de la page web, on est aussi capable de leur générer des dashboards à l'équipe. Et donc là, c'est sur la slide d'après.
Hop, voilà un exemple. On retrouve les mêmes informations, sauf qu'on est capable de filtrer pour que les équipes puissent travailler sur leur propre périmètre et pouvoir améliorer déjà leur propre partie. Du coup, un petit peu la conclusion de tout ça, c'est qu'en fait, si vous choisissez un vecteur, et nous on a choisi la web performance, c'est que si vous êtes piloté par cette dernière, en fait, on peut utiliser toutes les technologies, on peut utiliser toutes les topologies de rendu, il faut juste être vigilant et choisir le bon usage pour le bon, la bonne techno pour le bon use case, le bon usage. Et donc par rapport à ça, on a construit un arbre décisionnel pour les équipes chez ADO. Donc selon le contexte, on va se poser différentes questions. Est-ce que le SEO est important pour notre page? Si oui, c'est important parce qu'on est sur la home page de Leroy Merlin ou on est sur une fiche produit. La deuxième question, c'est quelle complexité on veut amener à cette page-là? Quelle est l'interaction qu'on veut mettre avec l'utilisateur? Si on est sur une interaction significative avec une certaine complexité, là, on choisira plutôt l'hybrid rendering. Si on est plutôt sur du contenu statique avec zéro complexité, très peu d'interaction, on partira sur du server-side rendering. Par contre, dans le cas où le SEO est moins important, ça peut être l'espace client parce qu'on est derrière une authentification, ça peut être au niveau du tunnel de commande, ou ça peut être aussi des portails internes chez ADO. Dans ce cas-là, pareil, même question, quelle est l'interaction qu'on veut mettre avec l'utilisateur? Est-ce qu'on va avoir différentes steps? Est-ce qu'on va partir sur un tunnel de commande? En fait, tunnel de commande, du coup, on va avoir plusieurs étapes, et là, il est plutôt pertinent en fait d'utiliser, alors je me trompe, mais dans le cas où c'est pas pertinent de l'utiliser, on va partir soit sur du server-side rendering parce qu'on est sur vraiment du contenu statique. On peut aussi utiliser les web components, ça c'est très intéressant avec du coup les single page application. Vous l'avez vu tout à l'heure dans la démonstration, on est capable de lazy loader des web components au sein d'une single page application. Et dans le cas où en fait on est sur une certaine complexité, un certain parcours utilisateur côté client, on choisira plutôt les single page application. Donc ça c'est un arbre décisionnel chez ADO et par rapport à notre écosystème. Alors, quelles sont les prochaines étapes? On travaille sur du lazy loading. Je peux dire même qu'on est parti en prod. On a réalisé un A/B test. Vous l'avez vu là, en fait, au niveau de la démonstration avec Vue.js. On a fait un A/B test sur la fiche produit avec différents lazy loads au niveau des micro-fronts qui sont en dessous du viewport. On est encore en train de travailler dessus. On ne l'a pas encore généralisé, mais ça, ce seront les prochaines étapes. Qu'est-ce qu'on va y gagner? On va forcément réduire la taille du DOM côté client. On va réduire le nombre de requêtes. On va pouvoir faire aussi du FinOps côté back-end. Forcément, on va y gagner en web performance. On va y gagner en Green-IT. Et j'espère qu'on pourra le présenter à une prochaine conférence. Oui, l'idée c'est que l'année prochaine, on peut vous présenter ça sur toutes les améliorations, parce qu'effectivement, on arrive à avoir un site qui est performant, mais ce n'est pas le cas. Et là, sur le lazy loading des microfronts, c'est à ne pas confondre, mais c'est quand même inspiré de, par exemple, le lazy loading ou de l'import dynamique qu'on peut faire de modules JavaScript, que ce soit Angular, React ou d'autres frameworks, ou le lazy load des images. On a quand même repris un petit peu cette image parce qu'on l'a trouvée marrante. Mais l'idée, c'est de pouvoir donner à chaque utilisateur la page web dont il a besoin. Et ce qu'il a besoin, souvent, c'est ce qui est au-dessus du viewport. Et ça nous permet aussi, sur l'impact environnemental, je vais en parler en tout début, mais au niveau des devices qui commencent à être de plus en plus vieux, on ne veut pas que nos utilisateurs achètent tous le dernier iPhone ou le dernier Android. Donc le fait de venir alléger leur device, ça va leur permettre aussi d'avoir une perception de nos sites internet qui seront plus rapides. Alors je crois qu'on était un petit peu rapide, peut-être le stress de la première. Ouais. Si vous avez des questions, les remerciements. Merci à BDXIO, forcément. Merci pour l'organisation. Merci à toute notre équipe. Il faut savoir que là, aujourd'hui, on présente. On est deux, mais en fait, d'ailleurs, on est une douzaine dans l'équipe qui sont là avec nous, là, devant. Merci aussi là aux équipes qui utilisent nos outils. Sur le site de Leroy Merlin, si on a ces perfs-là, c'est aussi grâce à eux. Et merci à vous d'être venus. Et du coup, si vous avez des questions, c'est le moment. Et puis là, on vous invite à prendre en photo les différents clear codes. On a différentes sources. Donc, on a un article qui a été écrit au moment où on a choisi la solution micro-front-end par un archi d'entreprise qu'on a chez nous, Julien De Souza, qui explique le micro-front-end sur Leroy Merlin. Si vous voulez un peu plus de détails sur la solution d'hybrid rendering, comment ça fonctionne, parce que c'est quand même très court, 40 minutes, et on n'avait pas le temps de vous montrer, on a créé un article aussi sur le médium de ADO où vous pourrez aller lire un peu plus en détail comment ça fonctionne.
Et on a aussi une conférence qui a été faite par Bertrand Lahotte et Ludovic Lagassi, qui font partie de notre équipe à Wheel of Speed en 2021, qui explique comment l'architecture micro-front-end peut être un levier pour la web performance. Donc on vous invite à aller voir parce que ça va donner encore un peu plus de contexte à la présentation qu'on a fait aujourd'hui. Et ensuite les autres sources dont on a parlé, donc le fait que Angular veut mettre du server-side rendering, une comparaison de performance entre Vue et React, et différentes topologies ou de librairies qui ont été utilisées pour créer des web components, ce qui nous ont permis de choisir Svelte comme solution finale. Et si vous avez des questions, on est tout oui. Bonjour, merci pour la présentation, c'était très bien. J'ai une question, en fait, vous avez parlé donc de la solution hybride rendering, en fait, et que les développeurs ne percevaient pas d'un bon œil au début cette solution-là. Et aujourd'hui, qu'en est-il en termes de DevXP? Au niveau de la DevXP, on a fait énormément de boulot parce que forcément, quand on utilise un outil comme Nuxt ou comme SvelteKit, leur force, c'est surtout la développeur expérience. Et nous, on n'avait pas cette force-là puisqu'il fallait que ça rentre dans le contexte micro-front-end. Donc la première solution qu'on a donnée, la développeur expérience, elle était vraiment pathétique. Et on a travaillé dessus. Et on sait par exemple... on a creusé dans la documentation de Nest.js pour tout ce qui va nous permettre de pouvoir relancer le système qui va venir vérifier les fichiers pour les recompiler. Est-ce qu'on a besoin de recompiler l'intégralité de l'application en Svelte si j'ai plusieurs composants ou non? Ou est-ce que je peux recompiler que ma page en cours ou ma vue en cours? Donc c'est tout ça qu'on a fait de l'amélioration pour qu'on se rapproche de plus en plus à ce que les développeurs avaient l'habitude d'avoir avec par exemple les starters qu'on peut avoir au niveau Vue 3 quand on commence une nouvelle application Vue 3 ou Angular ou autre. L'idée c'est de s'améliorer là-dessus pour que la DevXP soit pareil. Et là à l'heure actuelle, je pense qu'on peut dire qu'on a plutôt réussi. Il y a forcément des améliorations, il y a toujours des améliorations, mais je pense qu'on a plutôt bien réussi, c'est bien recueilli. Et là, en production sur le site de Leroy Merlin, quand on parlait que le header était en server-side rendering, c'est pas tout à fait vrai. Le header n'est pas qu'un seul microfront, il y a plusieurs microfronts qui le composent, et il y en a quelques-uns qui sont en hybride rendering, et il n'y a personne qui le sait, enfin l'utilisateur final ne le sait pas. Donc ça a quand même été bien adopté sur un site comme Leroy Merlin. Aujourd'hui, je dirais qu'on a entre 5 et 10 équipes qui utilisent notre solution. Donc il y aura encore des retours, je pense, on va encore l'améliorer. Mais certaines équipes ont été jusqu'en production et on a le cas, comme Thomas disait, sur le header de Leroy Merlin. Bonjour. J'ai deux petites questions, je pense. La première, c'est si vous pouvez revenir sur les stats, sur les résultats que vous avez au niveau des performances. Ouais. Du coup, vous faites une conclusion un peu sur l'arbre décisionnel plutôt que sur qu'est-ce qui est, enfin, de ma compréhension, par rapport à TSA, c'est ouvert, c'est le meilleur choix possible. Du coup, quand on fait ces choix, on ne peut pas dire on va faire de l'hydration ou que du SSR. Je veux dire ça. C'est vachement lié. Est-ce que le choix est bon en fait? Est-ce que il faut vraiment prendre la peine d'aller là ou dire dans tous les cas le SSR c'est bon? Dans la majorité des cas, est-ce que on prend la peine de s'embêter à faire tout ce que vous avez fait? Du dev, des tests, on gagne une milliseconde, c'est cool. Mais ça, en fait, c'est l'utilisateur qui va le définir. Ça va être en fonction des parcours utilisateurs qu'on veut développer sur un site comme Leroy Merlin France ou même en interne. En fonction de ça, nous, la première préco qu'on dit aux équipes, si vous êtes sur du contenu statique ou avec très peu d'interaction, faites du server-side rendering et du Vanilla.js parce que ça marchera très bien. Si vous voulez faire du client-side rendering parce que vous n'avez pas de contrainte de SEO par rapport à notre app décisionnelle, vous pouvez le faire aussi, mais on vous conseille quand même du server-side rendering, et c'est ce que tous les frameworks sont en train de pousser aussi, les frameworks grand public. Et l'hybride rendering, ça dépend vraiment du cas utilisateur. Donc nous, on a eu des cas qui sont apparus, et c'est un petit peu la trame qu'on avait. On a d'abord fait du server-side rendering, puis après on a eu besoin d'avoir des interactions riches, et on a fait du client-side rendering, et puis après on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'interactions riches, et qu'il fallait en plus être référencé, et c'est pour ça qu'on a creusé l'hybride rendering. C'est surtout cette problématique de référencement et d'interaction riche, cette fusion des deux mondes qui nous a poussé à aller creuser l'hybride rendering. Notre premier recours aux équipes, c'est vraiment de partir sur du server-side rendering. Okay. L'hydration doit arriver vraiment, il faut qu'il la justifie.
Là, dans la démo qu'on a fait sur nos pauvres joueurs de NBA ou nos matchs de NBA, l'hydration est complètement overkill. Mais c'était juste pour vous montrer que ça fonctionne. Et il faut vraiment un cas d'usage. Et c'est les bonnes questions qu'on propose aux développeurs. L'arbre décisionnel va un petit peu plus loin, mais on demande quand on disait est-ce qu'il y a des interactions riches, il faut un petit peu les noter. Est-ce qu'il y a aussi un intérêt à avoir le même système de templating, parce que je vais avoir beaucoup d'interactions pour générer côté serveur et générer côté client. C'est toutes ces questions-là qui vont permettre de faire le choix de l'hybrid rendering ou non. Et en fait, pour aller plus loin, c'est ce que je peux réaliser, si je peux le faire en quelques lignes en Vanilla.js, ça vaut pas le coup en fait de partir sur de l'hydration. C'est toujours une balance entre ce que j'amène à l'utilisateur et mon temps de dev. Donc s'il gagne vraiment du temps grâce à Svelte, partez dessus. Enfin, il y a un moment donné, il y a une balance, ça dépend toujours du contexte. Et surtout, comme on a expliqué dans la presse, c'est que notre solution a été pensée pour faire du server-side rendering en premier. Donc en fait, il n'y a rien qui empêche une équipe d'un moment donné de dire je vais faire du server-side rendering avec la solution en Svelte. Et puis si à un moment donné, au cas où, et ce cas où, même s'il arrive jamais, c'est pas grave, je dois pouvoir faire de l'hybrid rendering, et la code base, elle est déjà là et ils ont juste à la mettre en place. Et tout ça, c'est expliqué dans l'article qu'on a partagé. Vous pensez aussi après derrière au Green IT. Voilà. Okay. Et pour ma deuxième question, c'est votre solution là, sur laquelle vous avez passé beaucoup de temps, a priori. C'est quelque chose que vous allez open sourcer, démontrer ou... avec la solution Open sourcer, ça pourrait avoir un intérêt, mais il y a déjà SvelteKit qui le fait en fait. Toute cette solution-là, SvelteKit le fait. Nous, pourquoi on a dû l'inventer dans notre contexte d'entreprise, c'est qu'on était en microfront et qu'actuellement, il n'y a aucune solution sur le marché qui permet de faire du microfront. Mais ça pourrait être un bon pari. On s'est déjà posé la question, est-ce qu'à un moment donné, notre solution ne devrait pas sortir et potentiellement être ouverte à la contribution de l'open source. Et en plus, la solution, si on veut, elle peut fonctionner pour générer un site web complet. Mais à ce moment-là, on rentre en concurrence avec SvelteKit et c'est pas forcément dans notre intérêt, puisque SvelteKit ira toujours plus loin que nous avec son propre outil. Et là, sur l'article Medium là, qui a été publié cette semaine, vous retrouvez vraiment le mécanisme, vous avez des exemples de code et vous pouvez retrouver... alors, je ne vais pas dire que vous avez tout, mais en tout cas, vous avez... il y a ce qu'il faut pour comprendre comment ça tourne et essayer de le remettre en place. Ouais. Merci. Exercice. Merci pour la présentation. J'avais une question. Est-ce que vous avez constaté un retour sur investissement de mettre en place cette technologie sur votre site e-commerce ? Alors, tu entends quoi par retour sur investissement ? Augmenter les ventes, par exemple. Par rapport au microfront, par rapport à l'hybrid rendering ? Oui, parce que j'imagine que si votre objectif c'est de diminuer le temps d'affichage sur le site e-commerce pour éviter un taux de rebond, théoriquement c'est pour augmenter les ventes. Sinon l'investissement est pas spécialement, à part le côté sexy de la tech, vous n'allez pas générer d'argent. Là, par rapport à ça, c'est pas. Ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, dans notre contexte micro-front-end, on arrivait à être performant avec toutes les topologies de rendu HTML. Donc, en fait, peu importe le choix qu'on va faire, si on arrive en plus à continuellement à s'améliorer, c'est ce qu'on veut, à diminuer, de facto, on va améliorer par exemple le panier moyen ou le taux d'achat, etc. Puisqu'on sait qu'il y a plein d'études, notamment Google qui les préconise sur le site des Web Beatles. Ils ont travaillé avec des entreprises. Quand ils ont amélioré leur performance, ils ont réussi à engranger plus de ventes. Nous, là où on a eu un retour sur investissement, c'est pas réellement sur le choix des technos qu'on peut mettre au sein du site web, c'est surtout sur le recrutement. Ça nous a permis de recruter des profils plus intéressants parce qu'on était capable de proposer de l'hybrid rendering. C'est quand même de plus en plus compliqué de recruter des développeurs front-end qui voudraient faire par exemple du Java avec du FreeMarker, la stack qu'on avait historiquement. Donc ça nous a permis d'aller gagner là-dessus. Ça nous a permis aussi de pouvoir grandir un petit peu plus vite, comme j'expliquais avec notre solution, comme les server-side rendering au début. Si à un moment donné on doit pouvoir faire de l'hybrid rendering parce qu'il y a des améliorations, on n'est pas obligé de recoder son micro-front. C'est surtout là-dessus où on est venu gagner, on va dire, en investissement en soi par rapport à la web performance. Ça, c'est un boulot qui est fait par toutes les équipes et on les remercie d'ailleurs sur le site Leroy Merlin France. C'est eux qui travaillent au quotidien à améliorer ça et toutes les équipes, peu importe leur techno, font énormément d'efforts pour améliorer la web performance et ça, ça fait un gain global pour tout le monde, effectivement, comme tu dis. Mais là, le retour investissement, il n'est pas forcément propre au choix de la technologie. Et le microfront, je vais laisser Yoann en parler de pourquoi on est arrivé sur le microfront. C'est qu'il y avait un petit côté historique dessus. Alors sur le microfront, avant, on était sur un monolithe. Chez Leroy Merlin, on a plein d'équipes, il y a pas mal de développeurs. Et à un moment donné, on avait un goulot d'étranglement sur les livraisons. Par exemple, si on avait une feature qui était prête en qualification, on voulait la livrer en production, des fois il fallait attendre jusque 3-4 semaines parce qu'il y avait les tests de perf, il y a les tests de qualification, etc. etc.
Et en fait, on est parti sur le microfront. En fait, on a amélioré le time to market. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec le microfront, les équipes, il y a à peu près, je crois, 600 maps, plus chiffre. Ouais, ça, on est à peu 600 près maps, ouais. Enfin, par semaine, quelque chose comme par ça. semaine, ouais, je dirais ça. Plusieurs centaines de maps en tout cas par semaine, alors qu'avant on était à 2 maps par semaine en fait. Donc par rapport à ça, ouais, il y a un retour sur investissement parce qu'on est beaucoup plus réactif et le time to market est là. Donc ça permet aux équipes business de réagir plus rapidement. Je ne sais pas s'il y avait une autre question ou si on a encore le temps. On a dépassé 10 minutes, il y a la pause. Ouais. Peut-être les gens- Ok, ça marche. Bah, Ok. Du coup, Bon, on est on est à la sortie si vous avez encore des Ouais. questions et on vous et remercie ce soir, d'être venus. on sera au Delirium.